Bienvenue dans ce 110e numéro de Terres et Vignes de l'Aube, un magazine mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous allons évoquer la gestion qualitative de l'eau en milieu agricole. L'eau, c'est indispensable à la vie, alors pour vous comme pour moi, mais aussi pour de nombreuses activités. Nos invités vont nous expliquer quels sont les différents services qui veillent à la qualité de l'eau et comment ils collaborent avec les agriculteurs. Plus d'explications grâce au sommaire. Bienvenue. Aujourd'hui dans Terres et Vignes, focus sur un bien commun, l'eau. Qu'est-ce qu'une eau de qualité? Qui gère la qualité de l'eau et existe-t-il des actions communes avec le monde agricole? Nos invités dresseront un état des lieux dans le département. Autre sujet évoqué, l'initiative d'un réseau d'agriculteurs qui n'attendent pas les prochaines réglementations pour réduire de plus de 30% leur usage des produits phytosanitaires. Et en fin d'émission, vignerons, œnologues et clients se sont réunis au Champagne Clérambault afin de déguster des vins clairs. De quoi s'agit-il et pourquoi sont-ils si importants? Réponse durant la chronique Contre-champ. Ce soir, trois invités autour de cette table et on va les présenter au fur et à mesure. On commence avec vous. Francis Schneider, vous êtes directeur territorial à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, lorsqu'on évoque localement la qualité de l'eau, l'Agence de l'eau Seine-Normandie est souvent citée. Étant au bois, on a du mal à faire le lien avec la Normandie. Pour quelle raison ? Écoutez, le lien entre l'Aube et la Normandie est assez simple. C'est la Seine qui démarre dans l'Aube, à proximité de l'Aube en tous les cas, en Côte d'Or, et puis qui va jusqu'à la Normandie pour se jeter. Donc les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État qui ont une mission de veiller à la qualité de l'eau. Alors en fait, ils travaillent avec des partenaires, donc on est ici aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires, et on vient aider avec un appui technique et financier tous ceux qui souhaitent mener des projets pour la qualité de l'eau. Alors on est organisé en territoire, c'est pour ça qu'on parle du bassin Seine-Normandie, ce sont des territoires, des bassins hydrologiques. En gros, ça suit tout le territoire qui est drainé par un fleuve avec tous ses affluents. En France, il y a 6 grands bassins qui sont définis, dont le bassin Seine-Normandie qui s'occupe du territoire de l'Aube. Et ça y est, on comprend le lien entre l'Aube et la Normandie. De l'autre côté de la table, Christophe Pron, alors vous êtes président du comité agriculture durable de la Chambre d'agriculture de l'Aube et aussi élu à la MAPC. MAPC, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la mission agricole de protection et de captage et c'est en fait une initiative qui a été prise par la Chambre d'agriculture et le Conseil général de l'Aube il y a une dizaine d'années avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour suivre, accompagner les captages sur lesquels il y a des problèmes de qualité d'eau pour en fait en quelque sorte diagnostiquer un peu les problèmes et savoir comment on peut apporter des solutions. Au Seine-Normandie, le bassin de la Seine, vous, les captages de l'Aube, on peut résumer ça comme ça? C'est ça, exactement. Parfait. Francis Schneider, on revient à vous. Durant cette émission, nous allons évoquer la gestion qualitative de l'eau, c'est d'ailleurs le titre d'émission, en milieu agricole. Mais finalement, qui légifère sur la qualité de l'eau? C'est vous, c'est pas vous, qui fait quoi? Qui légifère? En fait, c'est le législateur qui va fixer les règles. En matière de qualité d'eau, il y a plusieurs niveaux. Alors, on va parler de la qualité d'eau potable, du moins pour faire de l'eau potable. Et là, les règles, les seuils fixent plusieurs paramètres, mais les principaux sont liés à l'azote, au nitrate, et puis aux pesticides, aux produits phytosanitaires. La qualité de l'eau, ça se mesure uniquement avec des doses chimiques ou uniquement? Alors, si on a l'approche uniquement eau potable, comme ça directement, oui, c'est vrai que c'est l'aspect chimique. Mais la qualité de l'eau, c'est tout un volet aussi écologique. Une eau de qualité, c'est une eau vivante. On pense aux eaux souterraines quand on fait de l'eau potable, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, il y a 60% des eaux qui sont utilisées pour faire de l'eau potable qui viennent de l'eau souterraine, mais près de 40% viennent aussi de la rivière, des eaux de surface. Donc c'est très important d'avoir aussi une qualité d'eau de surface, et quand on parle qualité d'eau de surface, là il faut parler qualité écologique, de bon état écologique de l'eau. Et c'est aussi le fait qu'un cours d'eau ait un milieu naturel, qu'il ait une vie tout à fait adaptée. J'ai du mal à faire le lien entre les poissons, les mouches, les insectes, etc., qui font partie du milieu naturel, et la qualité de l'eau. Écoutez, en fait, beaucoup de cours d'eau, au cours des décennies et parfois des siècles, ont été transformés, ont été, pour certains, canalisés.
Alors on peut avoir d'ailleurs dans ces cours d'eau une eau de qualité chimique acceptable, mais c'est des cours d'eau qui n'ont plus du tout de fonctionnement écologique. Or, ce fonctionnement écologique, ça donne une capacité aux rivières et au milieu naturel de se régénérer et de créer ce qu'on appelle de l'auto-épuration et de donner une bonne qualité d'eau. Et donc, en fait, quand on a des rivières qui sont, comme on peut en avoir encore certaines canalisées, donc complètement dénaturées, eh bien, on a une eau qui est de mauvaise qualité et on a donc des critères de qualité d'eau qui ne sont pas bons, même si la chimie est bonne. Voilà, le milieu naturel peut aussi servir de filtre en cas de pollution. Si c'est très important. Avec mes mots très simples. À vos côtés, Christophe Aubry, bonsoir. Bonsoir. Un peu le chroniqueur dans cette émission. Vous êtes président de Vegelia. Mais la première question, c'est à propos de votre métier d'agriculteur. Finalement, question très naïve. Pour arroser chez soi, son jardin, on prend l'arrosoir, on ouvre un robinet, etc. Mais l'agriculteur, comment il utilise l'eau? De quelle manière? On a parlé de captage un instant. Alors, il existe effectivement de l'irrigation dans le département de l'Aube. Il faut savoir que l'irrigation est très réglementée. Enfin, cette activité d'irrigant est très réglementée. Il y a des quotas, par exemple? Alors, il y a des quotas d'attribuer aux agriculteurs tous les ans. Il faut en faire la demande. Alors, l'interlocuteur, c'est la direction départementale des territoires. Il faut que les captages soient aussi aux normes avec les stations de pompage pour éviter justement des pollutions sur les nappes. Effectivement, les quotas sont alloués suivant les surfaces et les cultures. Donc, on alloue, la DDT alloue un volume en mètres cubes tous les ans aux agriculteurs qui le désirent. Alors, essentiellement, l'irrigation se pratique sur les cultures légumières. Un commentaire sur l'image, là, c'est par exemple un agriculteur qui a pris l'initiative de récupérer l'eau de pluie. Il paraît que c'est très bien pour arroser dans les parcelles. Un mot quand même sur Vegelia. Quelle est son action? Quel est le lien peut-être avec... Alors, Vegelia, c'est une association qui travaille en étroite collaboration avec la Chambre d'agriculture. Elle regroupe comme adhérents les organismes de développement et les organismes stockeurs comme le groupe Soufflet, Vivesia et Scara. Autre question sur le monde agricole. L'agriculteur qui a ses parcelles, s'il y a un cours d'eau à côté, est-ce qu'il y a une législation particulière? Est-ce qu'il doit faire des attentions particulières? Je ne sais pas s'il y a des fossés, le cours d'eau. Alors il y a une réglementation sur les cours d'eau où il faut protéger les cours d'eau effectivement de notre activité agricole. C'est ce qu'on appelle les bandes enherbées. Elles font un minima 5 mètres pour justement délimiter le cours d'eau de l'activité agricole. Et ça sert, enfin dans notre jargon on appelle ça des bandes tampons, effectivement. Très bien. Elles ne sont ni fertilisées, ni pulvérisées. Aucun produit dessus, quoi. Voilà. Là, on a bien compris qui fait quoi, un tout petit peu, dans le département et au-delà. Et Francis Schneider, parfois le niveau de la Seine, là aussi question très naïve, paraît très bas. Est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Écoutez, on parle beaucoup de qualité, on va parler beaucoup de qualité aujourd'hui, mais c'est vrai que la partie quantité est importante aussi. On a connu ces dernières années des épisodes de sécheresse importants, tout comme on a connu aussi d'ailleurs d'autres extrêmes, des périodes, des événements d'inondation importants. Tout ça est quand même à rapprocher avec les questions de changement climatique. Et donc ces épisodes, c'est vrai pour les inondations, mais c'est encore plus vrai pour les sécheresses, puisque ça, les chercheurs l'ont déterminé. Il faut s'attendre à des épisodes de sécheresse, des épisodes d'étiage, on parle, l'étiage c'est le niveau le plus bas du cours d'eau, de plus en plus sévères. Alors heureusement dans l'Aube, on bénéficie quand même de conditions particulières, puisqu'il y a les grands barrages réservoirs qui sont en amont, qui ont été construits d'ailleurs à l'époque suite à la crue de 1910 pour pouvoir réguler l'eau. Et il faut savoir que dans l'Aube, la Seine bénéficie d'un soutien d'étiage, on appelle ça un soutien d'étiage, c'est-à-dire qu'on vient réalimenter la Seine en période sèche pour lui donner un certain niveau d'eau. On a parlé de la quantité, ok, il faut réguler. Et la qualité dans tout ça, on en est où dans le département? Alors, l'Aube est un territoire rural, on a une activité agricole assez forte. Au niveau national, sur les territoires ruraux, on a une eau qui est souvent de qualité moyenne parce qu'elle est soumise à l'activité agricole qui nécessite un certain nombre d'intrants, d'apports d'engrais ou d'apports de produits phytosanitaires. Donc voilà, on a un niveau moyen. Simplement, ce qu'il faut regarder, c'est que on parle de nappes souterraines qui sont des grandes masses d'eau très importantes et souvent on a des qualités moyennes qui sont liées aussi à ce qu'on appelle des pollutions historiques, c'est-à-dire des pratiques qui ont pu avoir lieu pendant des années.
et qui mettent beaucoup de temps à se résorber, à partir. Et autre point, juste plus rapidement, peut-être la Seine, c'est comme le Rhône. Le Rhône, ça paraît très large et très grand. Vous traitez de la même manière? Ouais, vous avez raison d'en parler. En fait, la Seine, il faut savoir que c'est un fleuve qui est tout petit par rapport au bassin qu'il vient prendre. Le Rhône ou le Rhin ont des débits qui sont 100 fois supérieurs. Et pourtant, la Seine doit supporter tout un tas d'agglomérations bien plus importantes que ces autres fleuves. Donc c'est vrai qu'il faut garder, il faut avoir ça à l'esprit, c'est que la Seine est soumise à une pression beaucoup plus forte que d'autres fleuves. Pour vous, c'est presque une rivière avec beaucoup de population autour. C'est ça. Alors, acteurs de l'eau, agriculteurs doivent sans doute se coordonner. On l'a vu déjà autour de cette table. C'est notamment le cas du projet Van Amont. C'était en juin dernier à Estissac. Acteurs de la qualité de l'eau et agriculteurs ont signé une convention afin de prendre soin de l'eau. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est un peu l'adage qui a été appliqué. Alors plus de détails grâce à cette interview d'Archives. Alors un partenaire, l'agence de l'eau, un contrat qui est une animation globale de territoire, le territoire sur le Pays d'Aude qu'on appelle les projets Van Amont, justement pour travailler sur la qualité des eaux avec nos agriculteurs. Je parle de la zone agricole pour le moment, et voir et travailler sur les pratiques pour améliorer la qualité des eaux. Alors les pratiques, c'est ce qu'on exerce, c'est les engrais qu'on va utiliser, essentiellement les engrais azotés, et puis tout ce qui est utilisation de produits phytosanitaires. Donc on va travailler sur les pratiques, sur de l'expérimentation, de la communication, de la formation, pour aider les agriculteurs à s'améliorer dans ces choses. Alors Christophe Aubry, vous êtes là en plateau. Est-ce qu'on peut compléter avec des exemples très concrètement comment ça se traduit au niveau de l'agriculteur? Alors effectivement, je disais dans le reportage, il y a une animation collective. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est la semaine dernière, on a démarré des tours de plaine, c'est-à-dire là on est vraiment dans l'opérationnel avec nos agriculteurs. On va dans les champs, on explique sur les pratiques. Là, ça va être la reprise de végétation sur nos cultures. Il va y avoir des apports d'engrais azotés, donc on réexplique tout ce qu'il faut faire. On fait des prélèvements pour mesurer les quantités d'azote qui restent dans le sol, pour affiner les doses. Tout ça, ça va dans le bon sens. Les phytos, c'est pareil. On organise aussi au printemps des démonstrations de désherbage mécanique. Donc, qui bref, vont aussi... on ne va pas tout détailler, mais il y a énormément. Il y a beaucoup de choses, oui, effectivement. Et Christophe Pron, au sein de la Chambre d'agriculture, y a-t-il des formations aussi pour accompagner ce type de démarche et le faire de manière très régulière? En fait, c'est ça. La mission agricole de protection de captage, la MAPC, son rôle, c'est quand il y a un problème donné sur un captage, que ce soit nitrate, que ce soit phytosanitaire, et ça ne représente pas tant que ça de communes, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait 16 communes en gros qui avaient des problèmes assez fréquents avec les nitrates. Sur 433. Hein. Sur 433, exact. Et puis à peu près une dizaine en dépassement de substances phytosanitaires. Mais en tout cas, sur ces communes-là, il faut sensibiliser les agris, parce qu'évidemment, ils prennent mal le fait qu'on leur dise « vous travaillez pas bien, il y a des problèmes, etc., c'est de votre faute, etc. » C'est souvent ce qui se passe un peu de façon singulière. Et donc, on a une approche qui permet de leur faire prendre conscience et de trouver des solutions. Trouver des solutions, c'est un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure Christophe Aubry, et c'est aussi des formations, c'est des démonstrations. C'est des plaquettes comme vous avez là, je pense. C'est des plaquettes comme on a là sur l'introduction de nouvelles cultures, parce qu'on brise des cycles de culture et le développement de maladies et de parasites, ce qui fait que ça permet de réduire les intrants. Hein, justement, je propose de voir quelqu'un qui a réussi à réduire ses intrants de moins 30%. Il n'a pas attendu la nouvelle législation. Alors le projet Ecophyto 2018, justement, vise à réduire et améliorer l'utilisation des phytos avec un slogan, moins c'est mieux, un slogan très simple. Alors il se trouve à Fouchères, l'agriculteur s'appelle Frédéric Locher. Il a déjà donc réussi à atteindre l'objectif de moins 30%. Comment? Grâce à l'innovation et aussi grâce à un réseau, le réseau Défi. Reportage. Dans son exploitation, Frédéric se rend un peu moins souvent dans ce local. Local phyto, dans notre jargon. C'est le local où on entrepose les produits de traitement. Les produits de traitement, herbicides, insecticides, fongicides, depuis 2011, Frédéric a réussi à diminuer leur utilisation. Je suis à 30%
30-32, enfin j'ai plus de chiffres en tête, mais je suis à l'objectif. Hein, Innover pour réduire de 30%, voire plus, l'usage des phytosanitaires, c'est l'objectif du réseau DEFI. Celui-ci regroupe une dizaine d'agriculteurs de l'Aube et de la Haute-Marne. Frédéric n'a pas hésité à adhérer à cette démarche. Enfin, si je devais faire l'agriculture comme je la faisais il y a 30 ans, intellectuellement, moi, ça n'irait pas. Quoi. Je veux dire, ça va vite me gaver. Donc le fait d'être en groupe et de discuter ce que font les uns les autres, ce qui marche pas, pourquoi tu fais comme ça, et pourquoi tu... Voilà, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est une évolution de groupe et après, chacun personnellement sur son exploitation, met en pratique ce qu'il a envie de faire selon ses moyens, selon son exploitation, selon la main-d'œuvre qui est disponible sur l'exploitation. Pour autant, ces agriculteurs ne partent pas à l'aventure. En plus de l'échange d'expériences, un conseiller de la Chambre d'agriculture enrichit la démarche avec d'autres idées. Le conseiller voit plusieurs situations, plus il est en relation avec le national, avec ce qui se fait aussi en France. Donc il peut nous dire, tiens, j'ai vu ça, pourquoi on n'essaierait pas dans la région, ça se fait à 400 km, pourquoi on ne le ferait pas là? Et on est 10 agriculteurs, ça va du Pays d'Hôte au plateau de Langres, donc pas la même climato, pas les mêmes terrains, pas les mêmes historiques. Comme c'est pas un prêt-à-porter, elle nous apporte des infos, mais c'est pas dire, faites, c'est un guide pour sentir ce qu'il voit, ce qu'il ressent, voilà. Puis un peu pour nous titiller en disant là, pourquoi tu ne vas pas plus loin, voilà. Rotation entre cultures, décalage des dates de semis, binage, chaque solution permet d'éviter un peu plus l'usage de phytosanitaires. Un binage, c'est 2 arrosages. Si vous coupez sur 2 cm, vous coupez le fil de l'eau. Donc c'est-à-dire que l'eau ne s'évaporera beaucoup moins, elle va rester dans le sol. Donc comme c'est pour des cultures d'été, c'est très intéressant. Puis le côté des herbages, quoi. Les cultures associées, ça c'est quelque chose que on connaissait pas la 10 ans, enfin ou dans notre région c'était absolument pas courant. Et à un moment donné vous traitez puis vous apercevez que ça marche plus. Donc voilà, si je peux prévenir ce risque-là, c'est tout bon parce qu'après à un moment donné là vous êtes plus dans le choix de faire ou de ne pas faire, vous êtes dans l'obligation. Et je veux dire quand vous êtes obligé de changer, c'est pas la même chose intellectuellement que de faire le choix. Autre choix du réseau DEFI, s'ouvrir à des publics en dehors du groupe. Ça fait partie de la mission du groupe DEFI, c'est de communiquer envers nos collègues agriculteurs et aussi pour le grand public. Je sais qu'un agriculteur en Haute-Marne, Alexandre Dormois, a reçu déjà 1 ou 2 fois des lycées sur son exploitation pour expliquer sa démarche, expliquer où il en était, ce qu'il en pensait et ses motivations. Montrer que ça marche. Voilà. Ça marche et Frédéric préserve sa motivation intacte. Son objectif, pourquoi pas, moins 35, moins 40% de produits phytosanitaires. Christophe Aupron, dommage qu'il ne soit pas coopté d'un captage, puisqu'on parle de qualité de l'eau ce soir et vous surveillez au sein de la MAPC les captages. Mais est-ce qu'il y a quand même un suivi des analyses, des bilans ou que sais-je ? C'est même l'élément factuel qui nous permet de savoir où on en est. C'est le suivi des analyses. Il y a à peu près 2500 analyses de faites par l'association, l'Agence régionale de santé sur les captages. Et puis il y a aussi toutes les analyses qui sont faites par ailleurs et entre autres aidées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui nous permettent de savoir où on en est. Et on sait que dans certains secteurs, Mézières-les-Briennes, Juilly-sur-Sarthe, Sturgy, qui étaient très haut en azote, il y a eu une baisse franchement du niveau d'azote. Donc rien n'est impossible. Donc si vous surveillez en permanence, quel est le rôle de chacun là finalement? Parce qu'on a l'impression que lui surveille, vous aussi je suppose. Alors, on est avec les partenaires, on surveille, on fait des bilans réguliers des actions qui sont menées. Je pense notamment à l'action menée sur la vanne. Et puis c'est l'Agence régionale de la santé en effet qui est en charge, la mission vraiment de faire de la surveillance. Nous, en complément, pour suivre les actions et les progrès qui peuvent être faits, on rajoute un certain nombre d'analyses. Ça y est, voilà qui est plus clair. Je propose de voir un sujet qui est peut-être un peu un lien avec les antibiotiques ou quoi que ce soit. C'est un peu le retour sur actu. Comme on est un peu en retard, on va oublier les virgules. Et je propose de voir cette actualité avec des éleveurs qui entreprennent la démarche d'utiliser le moins d'antibiotiques possible. Ça peut se retrouver dans l'eau d'ailleurs. Qu'ils soient à Bérulle ou Ménil-Saint-Loup, ils ont recours à l'homéopathie, figurez-vous. Initialement lancé dans les Ardennes, le mouvement s'étend petit à petit. Parmi les avantages, éviter les résistances aux antibiotiques. Ça aussi, ça fait partie de leur choix. Mais ce n'est pas le seul argument. L'intérêt, déjà d'une part, au niveau de l'élevage, c'est par rapport au bien-être animal. On est quand même très sensible au fait que les animaux, comme nous, doivent souffrir le moins possible. Et puis derrière, c'est la volonté aussi de produire et de fournir aux consommateurs des produits avec le moins de produits antibiotiques, si possible, dans la traçabilité des aliments que l'on peut produire. Ce qui est important, c'est de bien observer ces animaux. Donc c'est un autre travail qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire avant. Regarder les comportements suspects dès qu'il y a quelque chose
qui ne va pas. Il y a une fois, on avait une vache qui se retournait tout le temps et qui regardait en direction du mur. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle préparait une infection, une mamite au niveau de la mamelle. Et derrière, j'ai pu traiter par rapport au comportement que j'avais vu, quoi. Revenons au fil de l'eau, revenons au sujet de cette émission, la qualité de l'eau avec vous, Francis Schneider. Je rappelle, vous représentez un peu au Seine-Normandie. Voilà. Et est-ce que l'agence de l'eau Seine-Normandie mène également des actions en direction, parce que l'eau c'est l'affaire de tous, du grand public et des collectivités? Alors oui, en fait, les collectivités sont même au cœur de nos actions, de nos partenariats. Les collectivités, d'abord, pour tout ce qui est le traitement de leurs eaux, les eaux usées, les stations d'assainissement, ça c'est quelque chose d'important. Et puis, on a parlé phytosanitaire, on a parlé pesticides, et c'est important que les collectivités donnent l'exemple aussi. Je crois qu'il y a une législation à changer. Exactement. Alors, ça fait un certain nombre d'années que beaucoup de collectivités sont lancées dans des démarches zéro phyto, donc non-utilisation de produits phytosanitaires. Mais depuis le 1er janvier, il y a une loi qui est rentrée en vigueur qui interdit l'usage de produits phytosanitaires dans la plupart des espaces publics. Donc tout le monde s'y met. En tous les cas, l'agence de l'eau accompagne aussi les collectivités, techniquement et financièrement, pour pouvoir les aider à se lancer dans cette démarche. Et là, ce soir, si on parle d'agriculture, parce qu'en termes rural, c'est surtout eux qui sont présents. Oui, alors on a quand même des communes sur nos territoires ruraux importants et même une petite commune doit se lancer dans cette démarche. Et peut-être justement, quand on est en territoire rural, c'est peut-être plus important en termes d'exemplarité vis-à-vis des populations et puis vis-à-vis des agriculteurs de montrer l'exemple. Voilà, c'est l'affaire de tous, c'est surtout ça. Je propose une petite respiration plutôt sympathique. C'est le retour, pardon, c'est pas le retour, c'est contre-champ. Un contre-champ qui se déroule à Neuville-sur-Seine. La coopérative Clairambault a invité vignerons, clients et partenaires à découvrir une palette de saveurs. Ça s'appelle les vins clairs. Alors les vins de champagne ayant terminé leur première fermentation, cette palette de saveurs permettra d'élaborer l'assemblage. C'est l'étape suivante. Une étape cruciale qui permettra de conserver la signature des différentes gammes de champagne. Si vous n'avez pas tout compris, je propose de voir ce reportage. Il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas les saveurs, mais c'est appétissant. 3 mois après les vendanges, à la coopérative Clairambault, c'est l'effervescence. Vignerons, partenaires et clients ont été invités à déguster des vins clairs. C'est à ce stade où on déguste toutes les cuves, tous les fûts, tout ce que l'on peut avoir comme vin issu de la dernière vendange, mais également nos vins de réserve qui sont dans les cuves depuis plusieurs années, pour commencer à réfléchir et à réaliser nos assemblages pour nos différentes cuvées. Transparence, couleur, ici, la dégustation des vins clairs permet de définir la palette de saveurs disponibles. Avec ou sans le vocabulaire d'un œnologue, les différences sont spectaculaires. La différence est flagrante, oui. Le vin RSC, il a beaucoup plus de corps et beaucoup plus fort que les premiers vins qu'on a goûtés. Le nez, là, donc on était en boisé. Ça a été une mode parce que c'était les Américains qui préféraient ce genre de goût, on va dire. Mais nous, ici, on préfère nettement le goût du raisin quand même. Sur la cerise, cerise fraîche. Vraiment sur la cerise fraîche. Et sur le fruit noir, ouais. On va voir sur des chardonnays de Montgueux vinifiés sur des fûts neufs, ça va être beaucoup plus toasté. C'est vraiment des subtilités. Alors précédemment, on a dégusté exactement le même jus, mais vinifié en cuve. Le fût va nous apporter des arômes boisés, des arômes un petit peu vanillés, un peu toastés, que l'on n'a pas en cuve. Tout l'intérêt de faire cela, c'est d'avoir une palette aromatique la plus variée possible pour avoir un maximum de complexité dans nos assemblages. Pour déceler toutes ces subtilités, il existe une méthode. Une première fois le nez dans le verre pour avoir une première approche. Et ensuite on fait tourner le vin dans notre verre pour apporter de l'oxygène finalement et pour développer tous les arômes. Quand on met le vin une première fois en bouche, on le fait rouler, c'est-à-dire qu'on ajoute encore une fois de l'oxygène pour développer tous les arômes complètement. Un savoir-faire indispensable car la dégustation de vin clair permet de valider l'étape suivante, l'assemblage. Les assemblages qui seront mis en bouteille vont rester dans les bouteilles pendant plusieurs années, un minimum de 15 mois, mais pour nous c'est plutôt 3 ans, jusqu'à 10 ans pour des millésimes. Et donc ces vins vont rester très longtemps dans les bouteilles avant d'être expédiés et vendus aux consommateurs. On a un style de nos vins, de nos champagnes qu'on veut conserver quoi qu'il arrive pour nos clients. C'est-à-dire qu'un client qui va acheter de la carte noire Clairambault en 2016, lorsqu'il va en acheter en 2017, en 2018, 2019, il faut qu'il retrouve le goût auquel il est habitué.
On y arrive à chaque fois grâce à nos vins de réserve. Évidemment, ça coûte cher de garder des vins de réserve comme ça en cuve, en foudre, en fût pendant des années. Mais par contre, ça permet vraiment de maintenir le style et quelle que soit la typicité de la vendange, de maintenir le style de chaque maison. Les vignerons ont aussi leur secret pour faire naître les bulles qui transformeront ce vin clair en champagne. Le vin clair, c'est pas de l'eau, donc à consommer avec modération. Christophe Aupron, le mot de la fin. Finalement, il y a de la réglementation, il y a de la volonté, on l'a vu durant cette émission, il y a de la collaboration. Mais comment c'est vécu par les agriculteurs, selon vous ? Les agriculteurs, ils sont des citoyens avant tout, donc ils ont envie d'évoluer, de vivre dans un milieu sur lequel leur impact est maîtrisé. Évidemment, de se faire montrer du doigt, c'est jamais plaisant. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est délivrer comme message à nos élus, à nos citoyens et à ceux qui nous gouvernent en général, qu'il faut être cohérent. Et pour être cohérent, on ne peut pas à la fois avoir des contraintes particulières, une réglementation contraignante, et puis en même temps être sur le moins-disant mondial quand il s'agit de vendre ses produits. Voilà, c'est dit. En tout cas, merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver toute cette émission et les vidéos sur canal32.fr et aussi le site de Terres et Vignes. À bientôt.